Bienvenue à cette exploration du numéro de novembre 2025 de Science et Avenir, un magazine toujours plein de découvertes fascinantes. Effectivement, et ce mois-ci, le spectre est large. On va parler de technologies qui pourraient littéralement changer la face de la Terre, Rien que ça. mais aussi de santé, d'histoire ancienne et même de l'évolution de nos courses au quotidien. Notre mission, comme d'habitude, vous extraire l'essentiel, les infos clés, les faits qui marquent. C'est ça. Et on attaque tout de suite avec le gros dossier de ce numéro, un sujet porteur d'espoir et, il faut bien le dire, assez vertigineux. Oui, La géo-ingénierie climatique. tout à fait. C'est la tentative en fait de répondre par la technologie aux défis immenses du réchauffement. D'accord. Le magazine explore plusieurs voies, mais attention, il souligne d'emblée une tension fondamentale. D'un côté, l'urgence climatique qui pousse à envisager des solutions radicales. Oui, on le voit bien. De l'autre, les risques potentiels et les énormes incertitudes de ces interventions à l'échelle de la planète. D'accord. Alors, plongeons dans ces pistes. La première grande idée, c'est de s'attaquer au CO2, déjà présent ou celui qu'on émène. Exactement. Comment on fait ça concrètement? Alors, le magazine décrit principalement le captage et le stockage du CO2, le CSC. CS. Le principe, c'est d'attraper le dioxyde de carbone, soit à la sortie des cheminées d'usine, soit même directement dans l'atmosphère. Ah oui, ça c'est plus dur, là. Ah ben oui, beaucoup plus difficile et coûteux aussi. Une fois qu'on l'a capté, on le comprime fortement pour qu'il devienne très dense, presque liquide. D'accord. Et ensuite, on l'injecte profondément sous terre. Sous terre. Mais où ça exactement? Et est-ce que ça reste là pour de bon? Alors, on vise des formations géologiques bien spécifiques, souvent d'anciens gisements de pétrole ou de gaz qui sont épuisés. Mhm. Ou alors des couches de roches poreuses très profondes, remplies d'eau très salée. C'est ce que l'article appelle la saumure. La saumure, d'accord. Science et Avenir explique bien le processus en fait. Le CO2, d'abord, il se dissout dans cette saumure. Oui? Ensuite, il est piégé physiquement dans les minuscules pores de la roche. D'accord. Et puis à plus long terme, il peut même réagir chimiquement avec la roche et se transformer en minéraux solides, des carbonates. Ah, donc là c'est vraiment piégé. Voilà, ça c'est le piégeage le plus sûr. La technologie, elle est connue, hein. L'industrie pétrolière l'utilise déjà pour récupérer plus de pétrole. D'accord. Mais le défi majeur, c'est le passage à l'échelle. Il faudrait déployer des milliers d'installations massives pour avoir un impact significatif sur le climat mondial. Ça semble énorme. C'est un effort industriel et financier absolument colossal, oui. Bon, d'accord, ça c'est pour retirer le CO2. Mais l'autre grande approche que le magazine explore, c'est carrément de jouer sur la quantité de soleil qui arrive sur Terre. Oui, Ça fait un peu science-fiction, ça, non? un peu oui. On parle de gestion du rayonnement solaire, ou GRS. GRS. L'idée la plus étudiée, ce serait d'injecter des particules réfléchissantes, comme des aérosols de soufre, très très haut dans la stratosphère, Ah oui, pour créer une sorte de voile artificielle qui renverrait une petite partie de la lumière du Soleil vers l'espace. Et donc ça refroidirait la planète. c'est basé sur quoi, ça? C'est inspiré en fait des grandes éruptions volcaniques. Elles ont cet effet refroidissant temporaire. D'accord. Mais ça semble incroyablement risqué d'intervenir sur un système aussi complexe. Quelles sont les craintes principales que le magazine mentionne? Elles sont énormes. Et c'est pour ça que cette approche est si controversée. J'imagine. Le magazine évoque les inquiétudes majeures des scientifiques. D'abord, perturber les régimes de pluie, à l'échelle mondiale, mais de manière imprévisible. C'est-à-dire? Des sécheresses dans certaines régions, des inondations dans d'autres, on ne sait pas trop. Et puis, il y a les impacts inconnus sur les écosystèmes. Hmm. Sans parler des tensions géopolitiques explosives, quel pays aurait le droit de déployer ça alors que ça affecterait tout le monde? Question cruciale. Et puis, il y a ce scénario cauchemardesque du choc de termination. Le choc de termination. Oui, imaginez, on déploie ce système pendant des décennies. Le climat se refroidit artificiellement. Et si on doit l'arrêter brutalement? À cause d'une guerre, d'une catastrophe? Bah oui. Le réchauffement qui était masqué apparaîtrait très très vite, avec des conséquences potentiellement cataclysmiques. Donc c'est une voie pleine de périls. Clairement. Le magazine se tourne aussi beaucoup vers les océans. Ils sont déjà d'énormes puits de carbone naturels, on le sait. Oui, L'idée, c'est de leur donner un coup de pouce, en quelque sorte. Stimuler ce que l'article appelle la machinerie océanique. c'est ça. Stimuler la machinerie. Il y a plusieurs pistes là aussi. L'une d'elles, c'est l'alcalinisation des océans. L'alcalinisation, c'est-à-dire? L'idée, c'est d'ajouter des minéraux alcalins broyés, par exemple de l'olivine, du basalte, Mhm. dans l'eau de mer. D'accord.
C'est un peu comme si on donnait un antiacide géant à l'océan, Ouais. quoi. Ça augmenterait son pH, qui baisse à cause de l'absorption du CO2, c'est l'acidification des océans, Oui. et ça augmenterait sa capacité chimique à absorber et à stocker plus de CO2 sous forme de bicarbonate dissous. Intéressant. Et il y a aussi cette idée de fertiliser l'océan avec du fer. L'article cite cette phrase choc d'un scientifique, John Martin. Ah oui. Donnez-moi une demi-citerne de fer et je vous donnerai un âge glaciaire. Ça paraît fou. C'est une image très forte. L'idée scientifique derrière, c'est que dans certaines zones de l'océan, de très vastes zones, la croissance du phytoplancton, Ces microalgues. voilà, ces microalgues qui sont à la base de la chaîne alimentaire marine, eh bien, leur croissance est limitée par le manque de fer. D'accord. Donc, en ajoutant de petites quantités de fer, on pourrait déclencher une floréon massive de ce phytoplancton. Et comme elles font la photosynthèse, Exactement, elles absorbent du CO2. Et quand elles meurent, une partie coule vers les fonds marins et emporte avec elle le carbone qu'elle a stocké. et ça marche, les expériences, elles ont donné quoi? Alors, c'est là que ça se complique un peu. Science et Avenir rappelle que des expériences ont été menées depuis les années 90. Oui, Elles ont bien montré une augmentation du phytoplancton, ça oui. Mais l'efficacité réelle pour stocker durablement du carbone dans les profondeurs, c'est très débattu, ça semble très variable. et il y a des risques. Surtout, oui, ces expériences ont soulevé de grosses inquiétudes écologiques. Le risque de favoriser des espèces d'algues qui sont nuisibles, Ah, de perturber profondément les réseaux alimentaires marins, ou même de créer des zones mortes sans oxygène dans les profondeurs, à cause de la décomposition de toute cette matière organique. donc on risque de créer de nouveaux problèmes? Exactement. En voulant en résoudre un, c'est le danger. D'accord. Beaucoup d'effets secondaires potentiels. Et l'article parle aussi d'upwelling et de downwelling artificiel. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, l'upwelling, c'est un phénomène naturel. Ce sont des eaux profondes, froides et riches en nutriments, qui remontent à la surface. Et ça stimule la vie marine. Oui, L'idée artificielle, ce serait de pomper activement ces eaux profondes vers la surface pour booster le phytoplancton et donc l'absorption de CO2. d'accord. Et le downwelling? C'est l'inverse. Accélérer la descente d'eau de surface, qui a absorbé du CO2 de l'atmosphère, vers les profondeurs. Et ça, on l'a testé? Des tests ont été faits, oui, notamment près de la Namibie, à Hawaï aussi, pour voir comment la biologie marine réagit, en mesurant la chlorophylle par exemple. Mais pour toutes ces techniques océaniques, le magazine souligne qu'on est vraiment face à des questions fondamentales et sans réponse claire pour l'instant. comme quoi, par exemple? Quel est l'impact réel et surtout pérenne sur le stockage de carbone? Quels effets en cascade sur la biodiversité, sur la chimie des océans? Et puis, la question clé, qui décide? Oui, Qui a le droit de modifier potentiellement les océans du monde entier? Ce sont des pistes de recherche actives, fascinantes scientifiquement. certainement. Mais on est très loin d'avoir des solutions applicables aujourd'hui. Le débat éthique et de gouvernance, il est immense. On sent bien la complexité et les enjeux colossaux. Allez, on change complètement d'univers. Direction la réalité virtuelle, page 35. Changement radical. Science et Avenir nous fait visiter la cité médiévale de Carcassonne au XVe siècle. Pas juste regarder, mais s'y promener. Oui, c'est l'expérience Les Derniers Remparts. Et ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de voir comment la VR dépasse le simple panorama à 360 degrés. On n'est plus juste spectateur. Non, voilà, on n'est plus passif. Le magazine explique qu'on peut se déplacer librement, interagir avec l'environnement, s'approcher des personnages. Ah oui, C'est rendu possible parce que la physique des objets, des déplacements, tout ça est simulé. on peut toucher des objets? Parler à un marchand, par exemple? Presque. En tout cas, l'interaction est beaucoup plus poussée qu'avant. On sent que la frontière entre le jeu vidéo, le documentaire historique, l'expérience immersive, elle devient floue. C'est une nouvelle forme de média, en fait. Exactement. Et c'est une piste très prometteuse pour l'éducation. Imaginez apprendre l'histoire en se baladant vraiment dans les lieux. Ça serait génial. Ou pour le tourisme virtuel, rendre la découverte beaucoup plus active, plus engageante. Ça donne envie d'essayer. Passons à notre assiette et à notre santé. Page 75, les oméga 3. On en entend beaucoup parler, mais pourquoi sont-ils si importants? Alors là, l'article rappelle le rôle absolument crucial. D'abord, pour le cerveau. Ah oui, Les oméga 3 et surtout le DHA, ce sont des composants structurels majeurs des membranes de nos neurones. C'est littéralement la matière grise. incroyable. Ils facilitent aussi la fluidité de ces membranes et la communication entre les cellules nerveuses.
donc essentiels pour le développement du cerveau et le maintien des fonctions cognitives. Et pour le cœur aussi, il me semble. Exactement. Les oméga 3, là, c'est plutôt le EPA, ont des effets bénéfiques bien établis sur la santé cardiovasculaire. Comme quoi? Ils sont anti-inflammatoires, ils aident à réguler le rythme cardiaque, ils peuvent contribuer à baisser les triglycérides dans le sang, à maintenir la fluidité du sang. Que des bonnes choses quand même. Voilà. Et le magazine mentionne aussi des pistes très intéressantes, comme un lien possible avec la réduction du risque de DMLA. La maladie des yeux liée à l'âge? Oui, cette dégénérescence maculaire. Et peut-être même un rôle protecteur contre le déclin cognitif et la maladie d'Alzheimer. Mais là, attention, plus de recherches sont nécessaires. D'accord, c'est clair qu'ils sont essentiels. Mais où est-ce qu'on les trouve, concrètement? Dans quoi? L'article insiste beaucoup sur les sources alimentaires. Pour l'EPA et le DHA, qui sont les plus directement bénéfiques, Oui? ce sont principalement les poissons gras des mers froides. Saumon, maquereau, hareng, sardines. Les classiques. Les classiques, voilà. Une autre forme, l'ALA, on la trouve dans des sources végétales. L'huile de lin, l'huile de colza, de noix, et les graines de chia ou de lin elles-mêmes. Et le corps sait utiliser cet ALA? Le corps peut convertir une petite partie de l'ALA en EPA et DHA, mais c'est un processus peu efficace en fait. Il y a aussi certains œufs qui sont enrichis. Et l'article parle aussi d'un équilibre à trouver avec les oméga 6? Ah oui, point très important. Les oméga 6 sont aussi des acides gras essentiels. On les trouve dans beaucoup d'huiles végétales, tournesol, maïs. Oui. Le problème, c'est que notre alimentation moderne en contient souvent beaucoup trop par rapport aux oméga 3. Et c'est grave? Un excès d'oméga 6 peut favoriser l'inflammation dans le corps. L'ANSES, l'Agence sanitaire française, recommande un ratio oméga 6 sur oméga 3, idéalement autour de 5 pour 1. D'accord. Donc il ne suffit pas juste d'ajouter des oméga 3, il faut aussi souvent essayer de réduire un peu les oméga 6. Ce ne sont pas des pilules miracles, mais vraiment des piliers d'une alimentation saine. Très clair. Faisons un saut dans le passé maintenant, avec quelques découvertes archéologiques étonnantes que le magazine relaie. Page 23, on parle de momies fumées. Oui. En Asie du Sud-Est, vieille de 12 000 ans. C'est bien avant les Égyptiens, hein? C'est une découverte assez incroyable, oui. Ça montre non seulement l'ancienneté de pratiques de conservation sophistiquées dans cette région du monde, mais aussi leur diversité. Le fumage? Oui, le fumage, c'est un séchage lent près d'un feu doux. C'est une technique très ingénieuse. Ça nous rappelle que les pratiques funéraires anciennes étaient très variées, très adaptées aux environnements locaux. Fascinant. Toujours page 23, un autre bond dans le temps. Le plus vieil atelier de fabrication de parures en coquillage d'Europe, trouvé en France, est daté de 42 000 ans. Oui. Qu'est-ce que ça nous apprend, ça? Ça, c'est significatif. 42 000 ans, c'est une période charnière en Europe. On a peut-être les derniers néandertaliens et l'arrivée des premiers Homo sapiens. D'accord. Trouver un atelier vraiment dédié à la fabrication de parures, ça témoigne de comportements symboliques déjà complexes. L'ornementation du corps, c'est lié à l'identité, au statut social, peut-être à des croyances. Ça montre une pensée abstraite? Exactement. Ça repousse l'épreuve de ces capacités cognitives qu'on dit modernes et ça pose des questions passionnantes sur qui étaient ces artisans. Sapiens, Néandertal, les deux. Passionnant. Et pour finir ce chapitre historique, un petit clin d'œil, page 98, à Cléopâtre. Figure ultra célèbre, mais l'article rappelle qu'on ignore toujours des choses fondamentales sur elle. Absolument. On ne sait toujours pas avec certitude qui était sa mère, par exemple. Ah bon? Et surtout, son vrai visage reste mystère. Les pièces de monnaie, elles donnent une image stylisée, probablement politique. Pas une photo réaliste. Non. Et les descriptions des auteurs romains sont souvent teintées de propagande anti-égyptienne. Ça montre bien que même pour les personnages les plus connus de l'histoire, il reste des zones d'ombre. L'histoire, c'est une enquête permanente, en fait. Tout à fait. Revenons au présent avec un enjeu très concret, les ressources pour notre transition énergétique. Page 58, Science et Avenir nous emmène sur le site du projet de mine de lithium d'Échassières, dans l'Allier. Oui. Pourquoi ce projet est-il si important et si débattu? Le lithium, c'est devenu ce métal blanc stratégique, indispensable pour les batteries de nos voitures électriques, de nos smartphones, de nos ordis. Partout? Partout. Donc, crucial pour sortir des énergies fossiles. Ce projet français, il vise à exploiter un gisement de granit qui contient ce lithium. Ça réduirait notre dépendance aux importations. Et comment il compte faire?
La méthode décrite, c'est de creuser des galeries souterraines pour extraire la roche. Classique en somme. Mais l'extraction minière, ça a toujours un impact. Quels sont les points sensibles qui sont soulevés ici? Le principal point d'inquiétude, très bien expliqué dans l'article, ça concerne l'eau. L'eau? Oui, le gisement de lithium, il se trouve pris en étau entre deux nappes phréatiques. Et ces nappes sont utilisées pour l'eau potable locale. Ah d'accord. Donc les craintes portent sur les risques de contamination de ces nappes, soit par les eaux d'exor, l'eau qu'on pompe pour travailler au sec dans la mine, soit par les résidus de traitement du minerai. Et le niveau de l'eau? Et aussi, oui, une possible baisse du niveau des nappes à cause du pompage. Et il y a aussi la question des déchets, j'imagine. Énorme question. Le granit qu'ils vont exploiter contient environ 1% de lithium. Seulement 1%. Oui, ça veut dire que pour chaque tonne de lithium extraite, on génère à peu près 99 tonnes de roches stériles. 99 tonnes. Le magazine chiffre ça à 373 millions de tonnes de résidus sur toute la durée de vie prévue de la mine. C'est colossal. Et on en fait quoi? Une partie serait utilisée pour remblayer les galeries une fois vides. Mais une grosse quantité devrait être stockée en surface, ce qui crée d'immenses stériles. D'accord. C'est vraiment l'illustration parfaite du dilemme de la transition énergétique. On a besoin de ces métaux, c'est sûr, mais leur extraction pose inévitablement des défis environnementaux locaux majeurs. Pour l'eau, pour les déchets. Un autre défi environnemental abordé, c'est la gestion de l'eau face à la sécheresse. Page 80-81, le projet Jourdain en Vendée. Ça semble assez révolutionnaire pour la France, hein. Rendre potables les eaux usées traitées. Oui. C'est sérieux, ça? Très sérieux. Et c'est une réponse directe au stress hydrique qui augmente partout. L'idée peut choquer un peu en France, c'est vrai, On imagine. mais comme le souligne Sciences et Avenir, c'est une pratique déjà ancienne et courante dans des pays où l'eau manque cruellement. Ah oui? Où ça, par exemple? Singapour est célèbre pour sa New Water, mais Windhoek, en Namibie, ils font ça depuis les années 60. Ah oui, quand même. En Californie et en Australie aussi, on réinjecte de l'eau usée ultra purifiée dans les nappes phréatiques. Et comment ça fonctionne concrètement? C'est quoi cette ultra-purification? Alors, après le traitement classique en station d'épuration, qui élimine déjà beaucoup de pollution, Oui. le projet vendéen ajoute plusieurs barrières de purification très poussées. Il y a de la microfiltration, puis de l'osmose inverse. L'osmose inverse? Ça filtre à l'échelle moléculaire. Ça enlève les sels, les virus, les micropolluants. Et enfin, une désinfection par UV et par chlore. Donc, à la fin, l'eau est... L'objectif, c'est d'obtenir une eau de qualité irréprochable. Souvent même plus pure que l'eau de rivière qu'on traite classiquement. Mais alors, pourquoi on ne le fait pas déjà partout en France si la technologie existe? Le magazine pointe deux freins principaux. D'abord, la réglementation française sur l'eau potable. Elle est extrêmement stricte et elle n'était pas du tout conçue pour ce type de ressources à l'origine. D'accord. Et ensuite, il y a le frein psychologique, ce que les anglo-saxons appellent le yuck factor. Le facteur Burke? Voilà, le facteur Burke, l'idée de boire de l'eau qui, un jour, est passée par les toilettes. Même après une purification extrême, ça peut rebuter. On comprend. Donc ce projet Jourdain, il est crucial. C'est un démonstrateur à taille réelle pour valider la technologie, pour rassurer le public sur la qualité, la sécurité, et potentiellement pour faire évoluer la réglementation et permettre cette solution face aux sécheresses futures. On est en retard en France là-dessus. Ah oui, très en retard sur la réutilisation des eaux usées. Moins de 1% actuellement. Et c'est surtout pour l'irrigation ou le nettoyage. D'accord. On termine ce tour d'horizon avec un sujet plus léger, mais qui fait partie de notre quotidien. L'histoire du supermarché, racontée pages 90 et 91. Ah oui. J'ai appris quelque chose. Le libre-service a été inventé aux États-Unis en 1916. C'est ça, par un certain Clarence Saunders avec ses magasins Piggly Wiggly. J'adore le nom. Piggly Wiggly. Fini le temps où l'on demandait chaque article au comptoir de l'épicier. Là, le client prend lui-même ses produits dans les rayons. C'est une révolution. Et en France? Sciences et Avenir retrace son arrivée en France après la guerre. Et surtout l'étape suivante, l'invention de l'hypermarché par Carrefour, en 1963, à Sainte-Geneviève-des-Bois. L'hyper. L'hyper, un concept adapté à la société de consommation, à la démocratisation de la voiture. Très grande surface, choix immense, parking géant. Et l'article rappelle ces techniques marketing bien connues, comme placer les produits qu'on veut vendre à hauteur des yeux. La fameuse règle « eye level is buy level ». Le niveau des yeux est le niveau d'achat. Exactement. Ou mettre les produits de première nécessité tout au fond du magasin pour obliger les clients à parcourir tous les rayons. L'agencement, c'est une science destinée à maximiser les achats. Et cette science, elle continue d'évoluer aujourd'hui. Tout à fait.
L'article met en avant l'essor spectaculaire du drive ces dernières années. Commander en ligne, récupérer ses courses en voiture. C'est énorme le drive. Ça représente maintenant plus de 15% des ventes de la grande distribution en France. On voit aussi la généralisation des caisses automatiques et même l'apparition de magasins sans cash du tout, comme Amazon Go aux États-Unis. Où on est débité automatiquement. Exactement. Ça montre que ce modèle, qui est vieux de plus d'un siècle maintenant, il est en constante adaptation aux technologies et aux attentes des consommateurs. Eh bien, quel parcours! De la manipulation potentielle du climat mondial à l'histoire de notre caddie de supermarché, Oui. en passant par la VR immersive et les secrets de nos neurones, ce numéro de Sciences et Avenir nous a vraiment fait voyager. Un voyage qui soulève de nombreuses questions, comme souvent quand on explore la science et la technologie, n'est-ce pas? C'est vrai. Et c'est peut-être la réflexion finale à emporter pour la personne qui nous écoute. Face à toutes ces innovations, qu'il s'agisse de la géo-ingénierie, du recyclage ultime de l'eau, de la création de mondes virtuels, ou même de l'optimisation de nos lieux de consommation. Oui. Quelle place est-ce qu'on accorde collectivement à la réflexion en amont? Comment est-ce qu'on anticipe les conséquences à long terme, les impacts sociaux, éthiques? Comment mène-t-on le débat démocratique sur ces choix technologiques qui façonnent notre avenir? Une question ouverte. Une question ouverte, essentielle, oui, Oui. et qui invite, je crois, à poursuivre l'exploration.